Chapitre 6, fonctionnalité avancée. Ce chapitre, en fait, c'est un peu le chapitre fourre-tout, dans lequel j'ai placé plein de petites choses différentes. C'est d'ailleurs pour ça que pour ce chapitre, il y a carrément 10 vidéos de prévues. Et celle-ci est la première sur les 10 vidéos. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous fais une petite introduction sur l'indexation, mais l'indexation fera l'objet d'un chapitre complet, ça sera le chapitre 7. Alors, prenons un exemple avec une table. Vous avez une table ici, hop, avec un listing de clients par exemple. Et puis Kumiko, elle recherche un numéro de téléphone dans cette liste. On va partir du principe que la liste des numéros de téléphone est unique. Alors, bon, imaginez, vous codez, si vous avez un tableau de données comme ça, et vous recherchez un numéro de téléphone dedans, vous allez faire quoi? Vous allez faire un truc comme ça. Vous allez faire une boucle qui va boucler sur tous les clients, donc extraire chaque client en une ligne, chaque ligne de client, et dès que la colonne du client que vous avez extrait, le téléphone correspond à ce que vous recherchez, vous renvoyez ce qu'on recherche, par exemple l'identifiant. Donc, dans ce cas-là, ce code-là, il marche si le téléphone est unique. Si le téléphone n'était pas unique, il faudrait extraire chaque client retrouvé au sein de la boucle. Et donc, dans le pire des cas, vous n'avez pas de bol, le client que vous cherchez, il est en fin de la liste, et donc vous avez eu n itérations pour trouver votre client. Si le téléphone est unique, le cas moyen, en moyenne, votre client est au milieu de la liste, donc vous avez n demi-itérations. Donc si vous avez 65 000 clients, pire cas, 65 000 itérations, cas moyen, 32 500 itérations, et dans le cas où le téléphone n'est pas unique, ça sera toujours le pire cas, 65 000 itérations. Maintenant, on se dit, comme c'est un logiciel pour un call center et on recherche tout le temps des numéros de téléphone, c'est le 1307, on va accélérer ça en rajoutant ici un index. Donc un index, c'est une structure de données en plus de la table dans laquelle on duplique donc la colonne qu'on veut indexer. Donc ici on a indexé la colonne téléphone et on a dupliqué toutes les données. Et ces données dans l'index, on va les trier. Voilà. On les trie et à chaque donnée, donc un numéro de téléphone, voilà, celui-là par exemple, là on voit qu'on garde quand même l'information pour dire tiens, ce numéro de téléphone là est associé, il provient de l'enregistrement du premier. Voilà. Donc du coup, au lieu de chercher le numéro de téléphone directement dans la table, on va le chercher dans l'index. Vous pouvez voir ça comme un annuaire ou un bottin téléphonique. Alors, une recherche efficace dans une liste triée, typiquement, c'est la recherche dichotomique, que vous avez tous sûrement déjà codé quand vous étiez plus petit. Et donc, ça c'est une implémentation récursive, voilà, je cherchais le mot. Et donc, c'est ici que le code commence. Nous recherchons le numéro de téléphone machin dans la liste de données suivante. Et donc si on regarde la fonction, x vaut la taille de la liste divisée par 2. Donc si la liste c'est 65 000, dans ce cas celle-ci sera 32 500. On recherche, on regarde si en position en plein milieu, si le téléphone en plein milieu de la liste correspond à la clé qu'on recherche. Si oui, bingo, on a trouvé le client. Si pas, on passe à la ligne suivante. On regarde si le numéro de téléphone est plus grand que la clé qu'on recherche. Si oui, alors ça veut dire que le téléphone est dans la première moitié de la liste. Si pas, ça veut dire que le numéro de téléphone qu'on recherche est dans la deuxième moitié de la liste. Et donc, si le numéro de téléphone est plus grand, il est dans la première moitié de la liste, donc on rappelle cette même fonction, mais en envoyant cette fois-ci en paramètre la première moitié de la liste. Si pas, on voit que c'est la deuxième moitié de la liste. Et donc on va rentrer une seconde fois dans cette fonction. Cette fois-ci, à cet endroit-ci, x ne vaudra plus 32 000, mais vaudra la moitié de ça, 16 000, puis 8 000, puis 4 000, et ainsi de suite. Et on s'arrêtera quand x vaut 1. Et que donc on aura trouvé notre numéro de téléphone s'il est présent
dans la liste. Voilà, ça c'est l'implémentation récursive de la recherche dichotomique, mais on en reparlera plus tard dans le chapitre dédié à l'indexation. Et donc dans notre cas ici, le pire cas, on a log en base de n itérations. Donc si vous avez 65 000 données, le fait de diviser à chaque fois la plage de valeur de recherche par 2, en 16 itérations, vous avez trouvé votre numéro de téléphone dans la liste s'il est unique. Alors s'il n'est pas unique, de nouveau on en reparlera dans le chapitre dédié à l'indexation, mais partons du principe qu'il est unique. Donc, avantage des index, vous voyez que ça accélère, donc de 65 000, enfin de 32 000 itérations, on est passé à 16 itérations. Donc ça accélère considérablement les recherches. Mais il n'y a pas que les recherches. S'il y a les recherches internes qui se font en toute transparence, que vous ne faites pas forcément une recherche, mais vous demandez au serveur d'en faire, typiquement qu'il y a des jointures, des agrégations, des choses comme ça. Et donc les index peuvent accélérer tout ça. Par exemple, un group by, c'est quelque chose qui peut être fortement accéléré par les index si votre group by, le nom de la colonne par laquelle vous groupez, est indexé, typiquement. Par contre, ce gain, comme toujours, tout dans la vie, il y a toujours des points positifs et négatifs. L'inconvénient, c'est ça occupe de l'espace. Vous avez vu qu'on a dû dupliquer les numéros de téléphone, donc consommer plus d'espace. Donc ça, c'est un point négatif, mais le plus gros point négatif, c'est clairement le suivant, c'est que quand vous rajoutez un client à votre table, en plus de rajouter le client dans la table, il ne faudra pas oublier de l'ajouter aussi, le système devra l'ajouter aussi dans l'index, donc il va l'ajouter à 2 endroits. Ce qui ralentit fortement tout ce qui est écriture. Donc, insertion, ça d'office. Update, ça dépend si vous updatez le numéro de téléphone ou pas, ou si vous travaillez avec un ORM ou pas, parce que les ORM vont peut-être updater tous les champs alors que vous n'en updatez qu'un seul. Dans ce cas-là, ça ralentira les updates, voilà, donc ça potentiellement, et les delete, ça d'office, quoi. Donc si j'efface un client, il faudra mettre à jour les index aussi. Donc tout ce qui est écriture, c'est ralenti par les index. Donc pour une charge transactionnelle, donc dans l'OLTP dans lequel on a quand même pas mal d'écriture, il faut faire gaffe à pas foutre des index partout sans réfléchir. Il faut le mettre que là où c'est vraiment nécessaire, quoi. Donc voilà, il faut pas en exagérer, faut pas en abuser, mais c'est quand même fort utile. Alors il y a différentes structures d'indexation qui ont les avantages et inconvénients, mais tout ça, ce sera le chapitre 7. Donc soyez patients. Et oui, c'est ce que je viens de dire, donc voilà, ça sera au prochain chapitre. Mais j'avais besoin que vous voyez c'est quoi l'indexation pour certains contenus de ce chapitre 6, parce que ce terme va revenir souvent. Commençons avec notre premier vrai sujet au niveau du chapitre 6, ce sont les requêtes préparées. Avant de vraiment aborder les requêtes préparées, nous allons d'abord un petit peu voir ce qu'il y a à l'intérieur d'un système de gestion de base de données relationnelles. Et donc, un SGBD peut être décomposé en 5 blocs. Voilà, on a premièrement l'API qui fait l'interface entre les applications et le serveur, qui reçoit les requêtes SQL et qui renvoie les données. Ces requêtes SQL sont envoyées au deuxième bloc qui est le parseur, qui va regarder déjà si select n'est pas écrit avec 2 L, si dans ce cas-là il y a une erreur, il va renvoyer l'erreur qui va être transférée par l'API, et il va regarder si on cherche la table client, si cette table client se trouve bien dans notre schéma. Au cas où il ne sera pas dedans, on verra une erreur. Si tout est OK, si la requête est OK, il va un petit peu la décortiquer et la traduire dans un langage interne pour l'envoyer au compilateur. Compilateur qui va essayer d'améliorer cette requête, on en parlera un petit peu plus loin, et générer à cette étape-ci un plan de requête. Voilà, c'est ici qu'on a le plan qui va être exécuté par le moteur de traitement sur les données accédées par le moteur de stockage. C'est lui qui gère tout ce qui est lecture-écriture vis-à-vis de la base de données.
Voilà, donc ça c'est en blabla ce que je viens de dire. Donc on a l'API qui reçoit de la requête. La requête est parsée et vérifiée par le parseur. Un plan d'exécution va être généré par le compilateur. Le moteur de traitement va se contenter d'exécuter ce plan. Et les données seront accédées via le moteur de stockage. Et ensuite on renvoie tout au client. Donc au niveau de ces étapes, l'étape 2 et l'étape 3, donc ces deux étapes-ci, là, hop, elles prennent assez bien de temps dans l'exécution, parce que le moteur de traitement, il fait bêtement qu'exécuter ce qu'on lui demande, et le moteur de stockage, il accède aux données, mais le parseur et le compilateur, là, il y a pas mal d'algorithmiques qui interviennent. Alors, ça prend beaucoup de temps, attention, ça prend beaucoup de temps si votre BD, elle est petite. Donc avec une BD de taille modérée, ces deux étapes prennent beaucoup de temps. Mais si maintenant vous accédez à 1 teraoctet de données, ouais, l'étape 2 et 3, ça sera négligeable, parce qu'il y aura beaucoup de données à parser. Mais je veux dire, typiquement, ça prend beaucoup de temps. Imaginez que votre BD, c'est un blog, voilà. C'est pas évident les B à la souris. Imaginez que votre BD, c'est un blog. Bah ouais. Votre truc, il fait 20 mégas tout cassé. Voilà. Donc, dans ce cas-là, la requête 2 et 3, ça prend assez bien de temps. Et donc, ça c'est l'information clé pour la suite du chapitre. Enfin, du sous-chapitre. Alors, pourquoi est-ce que... Donc le parseur, on imagine bien que ça prend du temps, parce qu'il doit décortiquer la chaîne de caractères qui est votre requête SQL, et comprendre ce qu'on veut, et vérifier si tout est valable. Ok. Par contre, le compilateur, lui, ça prend du temps, parce que il va réécrire dans un langage interne, et il va essayer d'optimiser. Donc il va essayer de voir si vous n'avez pas écrit votre requête différemment, si ce serait pas plus intéressant. Il va essayer de voir, tiens, quel index je vais pouvoir mettre à profit ou pas. Voilà, quel algorithme, est-ce que je vais prendre cet algorithme de tri là ou un autre. Voilà, donc il y a ces étapes-là qui vont opérer. Et ensuite, une fois qu'il sera OK sur une stratégie d'exécution, il devra retraduire ça dans un plan ici, dans un langage type langage machine, mais de la machine type VM, vers le moteur de traitement qui est en fait une grosse VM, mais interne au serveur au système de gestion de base de données. Et un peu à l'image de la Virtual Machine Java, hein, pas à l'image d'un VMware, plus voilà, vous avez un truc style framework.net ou JVM, bah, votre moteur de traitement c'est un peu le même principe. Donc il y a un langage compilé intermédiaire qui apparaît ici, qui est exécuté par votre moteur de traitement. Et donc ça prend assez bien de temps, la partie optimisation, compilation. Enfin surtout optimisation. Voilà à quoi ressemble le langage intermédiaire, ça ressemble à du langage machine. Mais ça, on en reparlera plus tard dans le chapitre 7, plus en détail. Et donc, l'idée des requêtes préparées, c'est que quand on a plusieurs fois la même requête qui vient, ça serait un peu con tout le temps analyser cette même requête plein de fois, et de la parser plein de fois. Et l'idée, c'est de court-circuiter le parseur et le compilateur au cas où on aurait déjà exécuté une première fois une même requête. Et donc, c'est de sauvegarder ça d'une certaine façon pour ne plus devoir la parser et la compiler. Ça, c'est l'idée initiale des requêtes préparées. Donc, pour une requête préparée, elle va fonctionner, on va travailler, ces requêtes-là vont s'opérer en deux temps. Donc on aura une première phase où vous envoyez la requête au serveur de base de données. La requête est parsée et un plan d'exécution est généré par le compilateur. Et là, cette phase-là s'arrête. Ce plan est sauvegardé, donc est renvoyé, enfin un identifiant est renvoyé au client. Donc votre requête n'a pas été exécutée. Elle a passé l'API, le parseur et le compilateur. Et elle s'est arrêtée là. On a sauvegardé le plan de requête, le genre de langage machine, et on a renvoyé un identifiant de ce plan vers le client. Et puis si le client il est content et qu'il a envie d'exécuter sa requête,
eh ben, on va renvoyer cet identifiant au serveur avec éventuellement quelques paramètres, j'y reviendrai après. Et du coup, ensuite, ben, le serveur n'a plus à parser et compiler, il va exécuter directement le plan de requête, accéder aux données via le moteur de stockage et renvoyer le résultat au client. Voilà, ça c'est le principe d'une requête préparée. Alors, si vous exécutez votre requête une seule fois dans toute la vie de votre SGBD, ben, vous aurez perdu du temps, parce qu'il y a l'étape 4, l'étape 1, qui interviennent, qui ne sont pas nécessaires quand on fait une simple requête, où tout se passe en une seule phase. Mais si vous exécutez cette requête plusieurs fois, l'étape 1 elle doit s'opérer qu'une seule fois, et l'étape 2 autant de fois que vous exécutez votre requête. Donc là vous aurez gagné du temps. Voilà, donc si une même requête est exécutée plusieurs fois, après la première exécution, il n'y a plus qu'à réitérer la phase 2. La première, on a dû la faire qu'une seule fois. Alors en SQL, à quoi ça ressemble une requête préparée? Là, vous avez votre requête, ici, boum, votre requête est là. Donc sélectionnez toutes les colonnes de la table, pour identifiant égale quelque chose et truc plus grand qu'autre chose. Et donc cette requête, vous voyez ici elle est entre apostrophes. Bon alors, dans GBD Allo, la syntaxe peut varier légèrement. Donc ici moi je suis avec MySQL. Donc on prépare, on donne un nom à la requête qu'on veut préparer, from, et puis on met la requête. Voilà. Alors, cette requête va être parsée, compilée, et test, c'est l'identifiant. En fait, le nom qu'on a donné, c'est l'identifiant de notre requête préparée. Alors, les points d'interrogation, ce sont des paramètres. Donc, que je vous dis que quand je prends l'exemple précédent en disant que requête préparée, c'est intéressant quand on veut exécuter plein de fois la même requête. Et par là, je sous-entendais qu'on exécutait plein de fois la même requête, mais pas forcément leur chercher les mêmes valeurs. Donc l'idée, dans l'exemple que j'ai là sous les yeux, c'est on va aller chercher les informations dans ma table pour l'identifier en 2, par exemple. Et puis un petit peu plus tard, c'est le 4 qui nous intéresse, puis un petit peu plus tard, c'est le 3, et ainsi de suite. Donc c'est la même requête, ce qui change, ce sont les valeurs de recherche. Et donc on peut l'exécuter, cette requête, une seule fois, enfin exécuter, la préparer une seule fois, et pour chaque exécution, faire varier les paramètres, donc les points d'interrogation que vous avez là, donc l'idée que vous recherchez, et la valeur, la borne de truc que vous recherchez aussi. Voilà, c'est ça qui est bien, parce que qu'on recherche l'identifiant 3 ou l'identifiant 12 000, ça change rien au plan de requête qui est généré. Donc c'est pour ça qu'on peut faire ça. Et donc pour ensuite pouvoir exécuter cette requête, on va créer en SQL ici 2 variables, et on va pouvoir exécuter notre requête préparée en utilisant les variables. Et donc x ira dans la première zone, prendra la place du premier point d'interrogation, et y, vous l'aurez compris, il prendra la place du second point d'interrogation. Donc il faut les mettre dans l'ordre des points d'interrogation, donc dans l'ordre des paramètres. Voilà, alors l'avantage, le gros avantage que je n'ai pas encore cité, c'est que n'est compilé que ce qui est préparé. Donc sera compilé par votre serveur, donc que ce qui est préparé, donc que votre requête ici. Si maintenant dans un point d'interrogation, imaginez que vous avez un site web et vous avez un formulaire, et votre formulaire, ce que l'utilisateur encode est envoyé, et c'est ça qui va faire les points d'interrogation de votre, enfin, qui va remplacer les points d'interrogation au niveau de votre requête. Ce seront les valeurs des paramètres. Ben, imaginez que le gars c'est un petit vicieux et il écrit une valeur, je sais pas moi, 4, point virgule, et puis là il met drop database ou un truc comme ça, ou delete un truc from ma table, enfin peu importe. Il va essayer de faire ce qu'on appelle l'injection SQL. Donc il va mettre du code SQL, mais comme ce code SQL va arriver pas en phase 1, parce que ça c'est la phase 1 où le code est compilé, il va être injecté dans votre serveur en phase 2, donc dans un paramètre, ici le paramètre Y.
Bah, la phase 2, elle compile rien. Donc la phase 2 court-circuite le parseur et, enfin le parseur presse, pas le début, mais quasi la partie analyse de la requête est court-circuitée. Parce qu'il faut quand même bien que le parseur détecte qu'on exécute une requête préparée, mais il ne va pas parser la chaîne plus que ça. Et le compilateur, lui, il sera complètement bypassé. Du coup, le code malicieux n'est pas compilé, il ne sera pas exécuté sur le serveur. Donc vous avez vraiment un outil pour rendre votre serveur complètement hermétique aux injections SQL. Voilà, donc si vous utilisez les requêtes préparées correctement, j'insiste sur le correctement, on verra des exemples après, vos injections SQL, normalement, vous ne devez pas en avoir. Donc c'est quand même une grosse faille de sécurité qui est comblée, rien qu'en utilisant un outil tout simple comme les requêtes préparées. Alors sur Scalc, c'est un petit exemple d'utilisation de requêtes préparées du côté client. Alors j'ai pris ici un exemple en PHP, parce que je sais que c'est un langage de noob, mais j'aime bien le PHP, voilà, j'ai pas honte de le dire. Quand je veux faire un truc vite fait, c'est facile. Voilà. Donc, on se connecte à la base de données. Alors perso, moi j'utilise que PDO, parce que PDO, il permet de faire certaines choses que les autres connecteurs ne font pas. Et puis point de vue perf, bon si je voulais faire des perfs, je ferais pas du PHP. Donc c'est pas important ici. Alors une requête, voilà, donc j'ai une chaîne de caractères que je vais stocker dans la variable query et je vais insérer des données dans la table client. Donc vous voyez insert into client, nom, prénom, blabla. Et avec PDO, ce que vous pouvez faire, contrairement aux autres connecteurs du PHP, c'est que vous pouvez vos paramètres, au lieu de mettre des points d'interrogation, on peut les nommer. Voilà, donc c'est des paramètres qui portent un nom. Du coup, on ne doit pas se poser la question, oui, mais quel point d'interrogation arrive en premier? Est-ce que c'était d'abord le nom ou le prénom? Là, ici, on ne s'emmerde pas, les paramètres sont nommés, donc c'est plutôt propre au niveau du code. Donc ensuite, il suffit de préparer la requête avec j'ai ma connexion, j'appelle la méthode prépare et j'envoie la chaîne de caractères. Et ici, j'aurai donc un identifiant de requête préparée qui sera stocké dans cette variable-là. On passe à la suite. Là, c'est ici où on peut dire, voilà, mon paramètre nom prendra la valeur de la variable x. Donc dans x, imaginons que je ne sais pas, il y a un formulaire qui a été rempli précédemment, qui arrive à cette page-ci, et le gars il a tapé Dupont, il a tapé Jean, et puis blablabla, je ne sais pas ce que c'est. Bref. Donc c'est ici où on vient dire voilà quelle valeur va dans quel paramètre. Et donc on n'est pas obligé de respecter l'ordre, ici ça n'a pas d'importance. C'est ça l'avantage de PDO par rapport à MySQLi par exemple. Et ensuite il n'y a plus qu'à exécuter. Donc boum, vous avez votre ligne ici execute, et ça va être la phase 2. Donc phase 1 elle est là, préparation, phase 2, exécution, elle est là. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc le prépare, machin, tout ça va être géré par le driver PDO. Voilà, donc il n'y a pas à faire la commande SQL de prépare, ici il n'y a pas à la faire. Vous voyez que elle est faite automatiquement ici par la méthode prépare. Voilà. Donc ça c'est un exemple avec PDO et PHP. On va en voir d'autres. Second exemple, imaginez que vous voulez rechercher dans une table les identifiants suivants. Et vous pouvez, donc j'ai de nouveau ma requête qui est ici dans une chaîne de caractères et j'ai mon paramètre ID là. Je peux préparer ma requête ici et puis dans la boucle venir l'exécuter autant de fois que je veux, en l'occurrence ici autant de fois que j'ai d'éléments dans le tableau. Et donc à chaque élément du tableau, je prends l'élément du tableau, donc ça sera 1, j'exécute, puis 4, j'exécute, puis 45, j'exécute. Donc ma requête sera compilée qu'une seule fois, elle sera exécutée ici en l'occurrence 6 fois. Voilà. Bon, ok, Kumiko nous fait remarquer que ce code est un peu con-con.
Oui, mais c'était pour l'exemple, hein. Parce que ça, c'est pas optimal du tout. Commence à faire une boucle, exécuter plusieurs fois la requête. Mais c'était pour montrer qu'on pouvait compiler la requête en dehors de la boucle et puis l'exécuter plusieurs fois dans la boucle. Sinon, dans la pratique, ça aurait été mieux ici d'écrire un where id in, voilà, et puis on a la plage de valeur. Voilà. Ok. Comme ça, on n'exécutait qu'une seule fois la requête et pas à boucler. Mais ici, c'était pour montrer le mécanisme de la requête préparée, qu'on compilait qu'une seule fois. Troisième exemple, donc toujours notre chaîne de caractères ici, et vous voyez qu'on met des variables dans la chaîne de caractères, puis on prépare, et puis on peut exécuter. Et normalement, certains auront découvert le problème, ça va marcher. Sauf que, ici on a fait une requête préparée, mais les données, les paramètres ont été injectés avant compilation. Ici on les a injectés directement dans la chaîne de caractères. Donc ce que l'utilisateur a encodé via le formulaire a été entré directement ici dans la requête SQL en concaténation. Du coup, s'il y avait du code malicieux, il a été compilé. Donc c'est un exemple complètement con, mais c'est pour vous montrer que c'est pas parce que vous utilisez une requête préparée que ça y est, go, YOLO, moi c'est bon, pas l'injection SQL. Ça dépend. Ok, vous étiez une requête préparée, mais si vous avez fait des conneries avant, les injections SQL auront lieu. Donc il faut utiliser correctement la requête préparée. Les paramètres, ils doivent venir à cet endroit-ci, après préparation, et pas avant. Voilà. Il ne faut pas mettre les valeurs des paramètres avant, il ne faut pas concaténer, il faut le faire après. Alors, ça paraît évident, mais moi j'ai déjà vu une fois en travaux de fin d'études, j'avais été assisté à un travaux de fin d'études dans une formation de bachelier. Enfin, ça aurait pu arriver dans une autre formation, peu importe. Et le gars, il y avait les annexes. Et moi, quand il y a du code, j'aime bien un petit peu regarder les annexes. Et le gars avait dit, ah, j'utilise requête préparée, donc pas d'injection SQL. Donc exactement l'exemple que je vous citais avant. Et son code ressemblait à ce que vous avez sous les yeux. Donc bon, le mec, je l'ai allumé. Hein. Ça c'était, je pouvais pas passer à côté. Mais voilà, donc il faut utiliser les choses correctement. Ouais, donc ça, c'est ce que je viens de raconter. Alors, il faut savoir que la requête préparée et compilée, son résultat est stocké en session utilisateur. Voilà. Donc, vous préparez une fois la requête, c'est lié à votre session utilisateur, donc côté base de données, au niveau de la connexion. Donc, s'il y a 4-5 utilisateurs différents qui veulent préparer une même requête, il y aura 4 ou 5 plans de compilation. Cependant, à nuancer, parce que le serveur a aussi des mécanismes de cache. Donc si le serveur n'est pas trop débile, il ne recompilera pas 5 fois la requête préparée. Il l'aurait déjà eu, donc il aurait déjà un plan de compilation qu'il aura copié-collé, qu'il aura qu'à copier-coller. Mais l'identifiant de requête préparée est spécifique à la session utilisateur. Voilà. Donc il ne faut pas confondre ça avec des procédures stockées pour ceux qui connaissent. Une procédure stockée est compilée pour le serveur, pas pour la session. Et une requête préparée est compilée pour la session utilisateur. Donc vous resetez, vous coupez votre serveur, vous détruisez la session, la requête préparée, elle n'est plus là, elle n'est plus en RAM. Alors vous pouvez forcer la désallocation de requêtes préparées en SQL avec la syntaxe que vous avez sous les yeux. Bon, je ne sais pas si ça peut être utile. Moi, j'en ai jamais eu besoin, mais sait-on jamais. Alors, avantage des requêtes préparées, clairement, le plus gros avantage, c'est clairement la protection contre les injections SQL. Voilà, moi perso, dès que je fais un système, systématiquement, moi j'utilise, sauf je fais un petit code pour moi tout seul dans mon coin pour faire des tests, mais sinon dès que je fais quelque chose qui va en prod, systématiquement, tout ce qui est requête, moi je passe par des requêtes préparées. Voilà. C'est même si je n'exécute qu'une seule fois, requête préparée. Au moins je suis sûr.
C'est pas pour le fait qu'on soit en deux phases, le petit temps qu'on perd. Je préfère perdre un petit peu de temps vis-à-vis de ça que de risquer une faille de sécurité. Enfin bon, c'est mon point de vue. Alors, normalement, c'est censé accélérer les scripts donc qui exécutent une même requête en boucle. Mais, enfin voilà, est-ce que c'est courant d'avoir ces situations? On va reparler après. Et le troisième avantage, pour les scripts qui s'exécutent en boucle, vous avez la préparation de la requête où vous envoyez au serveur select star machin truc bidule join group by, pouf, une grosse chaîne de caractères. Et puis après, les exécutions de requêtes préparées, c'est des petites chaînes de caractères où on envoie que les paramètres. Donc dans l'ensemble des transactions réseau, c'est censé diminuer la charge réseau. Voilà. Bon, maintenant cet argument, je crois qu'il est aussi efficace qu'un programme politique, mais voilà, c'est bon. C'est à mettre dans les avantages, mais pas convaincu que ce soit le plus gros avantage. Le plus gros, c'est clairement celui-là. Parce que pour l'avantage 2 et 3, normalement, si votre code est bien fait, vous n'avez jamais ce cas de figure. Préparer une requête et puis boucler dessus en envoyant à chaque fois des identifiants différents, c'est clairement pas un code déjà très efficace. Et c'est pas courant. Enfin, on fait ça quand on apprend la programmation au début, mais normalement, moins vous avez interaction avec votre serveur, mieux c'est. Donc, c'est mieux d'envoyer une grosse requête avec toutes les infos dedans, et puis de réceptionner toutes les données, et puis de les traiter, plutôt que de faire aller chercher chaque client un à un. Voilà. Bon, maintenant, avec les ERM, vous n'avez peut-être pas toujours le choix, mais si vous faites un code custom, normalement, c'est une situation que vous ne devez pas avoir. Ou, si vous êtes dans une hypothèse suivante, vous avez votre appli, vous avez votre BD ici, votre serveur de BD, et vous avez entre les deux un genre de serveur d'application qui, lui, potentiellement, pourrait avoir plein de requêtes qui arrivent de tous les clients, et lui, il collationne ça, il les met ensemble, et alors il pourrait se retrouver à avoir une requête qui est préparée une fois à l'intérieur d'une boucle. Ouais, ça c'est possible. C'est possible. Mais bon, on est sur comme une architecture un peu particulière, mais dans lequel vous n'utiliserez pas 36 000 frameworks et plugins et librairies, et vous ferez le truc custom, ce qui est peu probable. Dans ce cas-là, oui, on pourrait être dans la situation du point 2 et 3. En dehors de ce cas de figure-là, normalement, c'est pas censé intervenir. Ce qui fait que finalement, le seul point utile, c'est celui-ci. Le seul avantage vraiment réel des requêtes préparées, c'est celui-là. Alors au niveau inconvénient, voilà, il y a une petite latence, la réactivité du système est un petit peu moins bonne parce que vous avez deux échanges à faire avec le serveur de base de données au lieu d'un seul avant de récupérer les informations. Donc en fonction du use case, ça peut être contraignant. Et ce qui est marrant, c'est que l'inconvénient 2, donc sur l'avantage 3, on dit que ça réduit la charge réseau. Et sur l'inconvénient 2, on dit que ça augmente la charge réseau. Bah oui, si vous avez du code bien fait, vous n'êtes jamais dans cette situation-là. Du coup, comme vous avez deux interactions avec le serveur pour exécuter votre requête, au final, vous vous retrouvez plutôt dans une situation où vous augmentez la charge réseau. Oula, j'ai fait mon truc complètement de travers, où vous augmentez la charge réseau. Donc ça, c'est un petit inconvénient qui, en fonction du use case de nouveau, peut être problématique. Voilà, donc les injections SQL, on n'est pas obligé de travailler avec des requêtes préparées pour se prémunir des injections SQL. Vous pouvez filtrer, faire ce qu'il faut avant d'interroger votre serveur de base de données. Voilà, il y a d'autres techniques pour faire ça. Maintenant, avec les requêtes préparées, vous êtes certain d'avoir pensé à tout. C'est ça vraiment, si elles sont bien implémentées. Voilà, ça, c'était les requêtes préparées. Je pense en avoir fait le tour. Et donc ceci clôture notre première vidéo de la série de 10 vidéos sur le chapitre 6.